Les industriels sont très prolifiques en mode de ventilation. Vous avez tous des tonnes de modes différents dans vos services. Donc il a fallu, un peu comme Olivier le coup d'avant, faire des choix. J'ai fait des choix qui sont probablement discutables, mais pour vous parler que de certaines techniques. Je vais parler de deux choses. Les deux derniers points, l'automatisation, les modes qui se développent actuellement pour automatiser la ventilation, et puis la ventilation proportionnelle qui me paraît être la plus grosse révolution dans la ventilation. Alors le premier point, c'est les modes automatiques. Il y a un mode, à ma connaissance, actuellement, qui se développe, qui a pour philosophie d'automatiser complètement la ventilation. C'est-à-dire, à partir du moment où vous aurez intubé votre malade, c'est la machine qui va gérer globalement les choses. Alors, j'ai essayé de vous expliquer rapidement. Le principe, c'est qu'on règle la taille du patient, de l'adulte ou de l'enfant, puisque c'est censé être efficace aussi chez l'enfant. Cette taille vous donne un poids idéal. Ça, c'est pour s'affranchir des problèmes d'obésité qui sont des vrais problèmes en ventilation. Et donc, en fonction du poids idéal, on détermine le volume minute idéal, qui est donc le rapport entre le volume courant et la fréquence. Donc, cette équation, c'est le besoin de ventilation, en gros, de votre malade. Vous réglez juste une seule chose. Enfin, on règle le volume minute cible, c'est-à-dire c'est un pourcentage du volume minute idéal. En gros, vous avez calculé un volume minute idéal. Vous pensez que votre enfant il a besoin d'un peu plus quand même que la théorie, donc du coup vous réglez 110%. Ou inversement, il a besoin de moins, vous réglez 90%. Donc vous réglez ce pourcentage, vous réglez une PEP et une FiO2 comme vous faites habituellement. Et après, vous pouvez partir, c'est le respirateur qui fait tout le reste, ou presque. Donc en fait, c'est le respirateur qui détermine en permanence une combinaison entre un volume courant et une fréquence respiratoire en fonction de mesures qu'il fait de la mécanique ventilatoire du patient sur les courbes de... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il mesure en permanence et donc du coup, il détermine la meilleure fréquence et le meilleur volume courant. Ça donne des courbes comme ça, où vous avez le point vert qui est le volume minute cible, ce que vous avez souhaité. La croix jaune, c'est ce qui se passe vraiment chez votre malade à un instant T. Et en permanence, la machine s'adapte pour que la croix jaune soit le plus près possible, en gros, du point vert. Alors, je vous ai dit, vous réglez la FiO2 et la PEP, mais vous pouvez même, si vous passez au niveau juste après de l'ASV qui s'appelle l'Intellivent, vous affranchir même de ça, c'est-à-dire l'idée, c'est que là, vous faites vraiment plus rien. Vous combinez ça à l'ASV, le respirateur mesure la SAT, comme on fait tous en permanence en capillaire, il mesure aussi le CO2 expiré. Alors on peut probablement mettre un bémol chez l'enfant sur le CO2 expiré, voilà, mais en tout cas c'est validé pour ça au moins chez les grands, chez l'adulte. Et par des boucles de rétrocontrôle, il va régler tout seul la PEP et la FiO2 en montant, en descendant par des choses un peu complexes pour régler sa ventilation. Et vous pouvez même encore plus associer un autre mode, un module qui fait des épreuves d'aide tout seul. Et donc, quand le malade sera prêt, il va faire l'épreuve de VS-aide qu'on fait tous avant d'extuber. Et puis là, je ne sais pas comment il fait, il sonne et il vous dit, vous pouvez revenir, il faut enlever le tube. Donc, le but, c'est vraiment ça, la philosophie, c'est d'automatiser. C'est un système complet de l'intubation jusqu'au sevrage. Alors, ça se développe chez l'adulte. C'est censé être validé chez l'enfant. Je pense que c'est quand même relativement peu utilisé. On ne trouve pas beaucoup d'études, en vrai. Mais il faut quand même voir les avantages possibles. L'avantage de l'automatisation, c'est qu'il y a une adaptation qui est permanente, y compris au milieu de la nuit, quand le docteur est couché, etc. On peut régler la PEP, toute la ventilation. Après, il faudra prouver que ça montre des choses efficaces. Et l'intérêt développé par l'industriel, c'est de dire ça peut alléger la charge de travail des équipes. Alors, est-ce que c'est bien de se faire piquer notre boulot par des robots? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'état d'esprit est là. Et les limites, c'est montrer les bénéfices cliniques. Pour l'instant, c'est pas fait, encore moins en pédiatrie. Et puis surtout, c'est une technique qui s'adresse qu'aux ventilations faciles. Il ne s'agit pas d'aller ventiler un enfant avec un SDRA comme ça. Là, on aura quand même besoin de votre expérience. Mais on a quand même beaucoup d'enfants qui ont une ventilation toute simple. On pourrait faire presque n'importe quoi, ça se passerait globalement pas mal. Et donc, la machine doit pouvoir le faire aussi bien que nous. Je ne vais pas parler du système SmartCare. Juste pour que vous sachiez que ça existe, c'est un système qui fait une épreuve d'aide
de sevrage automatique en baissant petit à petit la PEP tout seul dans le sevrage. C'est probablement assez efficace chez l'adulte. Le problème, c'est que c'est limité à des VT à 300 ml. Donc, en gros, c'est pas, enfin, en pédiatrie, c'est quand même compliqué. Je ne vais pas revenir dessus. Parce que je voudrais passer un peu plus de temps sur l'autre type de ventilation qui, à mon avis, est très intéressante et qui, pour le coup, est applicable en partie en pédiatrie. C'est ce qu'on appelle la ventilation proportionnelle. Alors, pourquoi la ventilation proportionnelle ? Vous savez tous que quand on respire, il y a des moments où on a besoin de respirer beaucoup et puis d'autres moins. Et ça, c'est pas au bout d'une heure, c'est comme ça. Ça peut être d'un cycle à l'autre. Par moment, on a besoin de faire une grande inspiration. Le coup d'après, un tout petit truc. Bref. Donc, l'intérêt de l'assistance proportionnelle, c'est de respecter la variabilité physiologique. C'est assez intéressant d'un point de vue philosophique de se dire ah ouais, ça va changer à chaque fois, ça va respecter la physiologie et encore plus de nos enfants, donc on est encore content. Le principe, c'est que l'assistance va s'adapter à la demande du patient. Le problème, c'est comment on arrive à définir la demande et à capter cette demande. Et ça, c'est vraiment compliqué. Ça a un autre intérêt qui est très important, c'est qu'il est démontré qu'il y a un rétrocontrôle rapide qui évite la surdistension. Je m'explique. Si jamais vous avez soufflé trop fort, votre malade avait demandé un peu trop, le coup d'après, lui, tout seul, il va se dire « Oula, j'ai pris trop, là, je fais moins ». Et donc, du coup, il va faire un appel qui est plus faible, et vu que vous avez une assistance qui est proportionnelle, il va recevoir moins. Donc, ça évite de surdistendre, alors que quand vous fixez quelque chose une aide fixe, vous risquez, si jamais c'est trop, et ben, petit à petit, de le faire gonfler et de le distendre. Donc ça fait partie des intérêts. Alors, il y a deux systèmes de ventilation qui font ça. Le premier, c'est ce qu'on appelle la PAF+. Alors, la PAF+, le principe, c'est que la pression délivrée va donc être proportionnelle à l'effort du malade, ce que je vous ai dit d'une manière globale. La question, c'est comment il mesure l'effort. C'est compliqué à comprendre, honnêtement, sur la PAF+. Je vous donne juste les grandes lignes. Le respirateur, en gros, mesure en permanence les résistances et l'élastance de votre malade, c'est-à-dire sa capacité à se distendre. Et puis, en analysant les fameuses courbes que vous voyez tout le temps sur les respirateurs de débit et de volume, il arrive, avec tout ça, à calculer, en gros, la demande du patient et son effort. Donc là, il a le côté effort du patient. Après, vous réglez quand même des choses. On règle un trigger comme on règle d'habitude. C'est une ventilation spontanée. Je ne vais pas préciser, mais c'est une ventilation spontanée. C'est le malade qui déclenche le respirateur. Donc vous réglez un trigger, vous réglez une PEP et une FiO2. Et puis vous réglez un pourcentage d'assistance souhaitée. C'est-à-dire votre patient, il fait un effort, un tel effort, vous allez lui dire je l'aide à 50% par exemple, et le reste du temps, c'est lui qui se débrouille. Donc on règle que ça, et donc le respirateur en permanence, il va s'adapter à la demande du malade et à ses besoins. Donc l'intérêt, c'est tout l'intérêt de l'assistance proportionnelle que je vous ai décrit avant. Probablement que ça pourrait améliorer, il y a quand même des choses qui sortent pour améliorer le confort et notamment le sommeil des patients. Et puis, vu que c'est plus confortable, ça pourrait nous permettre de diminuer la sédation, ce qui est quand même toujours l'objectif actuellement, c'est de moins sédater, de moins ventiler, de faire le moins possible pour tout. L'inconvénient majeur avec la pédiatrie, et ce sera la plus grosse limite, c'est qu'il faut descendre de plus de 6. Donc, vous voyez tout de suite que dans le service, ça ne s'adresse pas à tous les enfants. Et donc, l'immense majorité de nos enfants sont en dessous, puisqu'on a tous plutôt des nourrissons ou des petits-enfants que des grands dans les services. Et puis, les intérêts cliniques restent à démontrer. Et enfin, j'ai terminé par la NAVA, probablement pour ça qu'on m'a demandé de faire le topo. Pour réexpliquer un petit peu ce que c'est que la NAVA, je pense que l'immense majorité des gens ici connaissent, probablement l'utilisent. La NAVA, le principe, c'est une révolution technologique vraie, là, pour le coup, où quand on pense à respirer, ce qui se passe, c'est que le système nerveux central va dire il faut respirer. Il envoie un influx nerveux qui va se diffuser à travers des nerfs phréniques jusqu'au diaphragme et stimuler électriquement le diaphragme, ce qu'on appelle l'EDI, qui est l'activité électrique du diaphragme. Le diaphragme, une fois qu'il est stimulé, se contracte, mobilise la cage thoracique et donc crée les mouvements d'air dans les poumons qui permettent l'inspiration.
Et c'est ces mouvements d'air qui d'habitude sont détectés par le respirateur au bout de la sonde, qui entraînent des petites variations de débit ou de volume, c'est ce qu'on appelle le trigger, et donc c'est ces mouvements qui sont détectés. L'intérêt de la NAVA, enfin le principe de la NAVA, c'est de réussir à aller capter cette activité électrique du diaphragme à travers une sonde gastrique, nasogastrique ou orogastrique, qui permet une alimentation habituelle, mais qui en plus a des petits capteurs, et ces petits capteurs, on doit les mettre, les installer ici en regard du diaphragme. Ça vous donne un tracé après une petite astuce informatique, une espèce de tracé de CG avec en bleu des éléments qui s'allument. On pourra revenir dessus si vous voulez, mais j'ai pas le temps. Tout ça, ça crée dans votre respirateur, en dessous de vos courbes habituelles de pression, de débit, de volume, vous avez une nouvelle courbe qui apparaît, qui est l'activité électrique du diaphragme, qui est cette courbe-là. Et donc, c'est pas un électromyogramme, mais ça ressemble, c'est vraiment l'activité électrique au niveau du diaphragme. Pourquoi l'activité électrique du diaphragme, donc on appelle l'EDI? Il y a deux intérêts majeurs dans cette technologie. Le premier, je vous ai dit, ça permet une détection précoce. On n'a plus besoin d'attendre que le diaphragme soit contracté, qu'il y ait des mouvements de pression dans le système respiratoire pour déclencher le respirateur. Il va directement déclencher à l'étape d'avant dans la stimulation du diaphragme. Donc le premier point, c'est que le trigger est plus précoce. Et le deuxième, c'est que grosso modo, il a été démontré que l'activité électrique du diaphragme est le reflet de la demande ventilatoire du patient. En gros, pour comprendre, si votre malade a besoin de respirer beaucoup, il a besoin de beaucoup d'air, la stimulation du diaphragme va être forte, donc l'EDI va être haut, et donc le diaphragme va se contracter fort, etc. Il va recevoir plus d'air. Donc l'intensité de l'EDI est le reflet de la demande ventilatoire du patient. Donc la NAVA, c'est un système de ventilation qui est une ventilation spontanée. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on règle en NAVA? C'est pour ça que je vous le compare à la VS-Aid sur la gauche, là, qui est la ventilation habituelle en VS-Aid. En NAVA, vous réglez une PEP, vous réglez une FiO2, vous réglez des ventilations de secours au cas où la sonde s'en aille ou si votre malade fait des apnées, puisque c'est des ventilations spontanées. Et au lieu de régler un niveau d'aide fixe comme d'habitude dans la VS-Aid, vous réglez le niveau NAVA. Qu'est-ce que c'est ce niveau NAVA? C'est un coefficient de multiplication qui va en bas, vous avez la courbe, ici la courbe EDI, donc la courbe d'activité électrique du diaphragme, et vous multipliez par ce niveau NAVA, ça va vous donner les pressions résultantes. En pratique, si l'EDI est à 10 par exemple, que vous avez réglé un niveau NAVA à 2, ça va vous donner 20 de pression. Si juste avant l'EDI était à 5, et que votre niveau reste 2, là, la résultante, ce sera 10 de pression. Donc, vu que le coefficient est fixe, si l'EDI est plus haut, l'aide sera supérieure. C'est pour ça que c'est proportionnel. Bon, il y a un trigger expiratoire, mais on n'a pas le temps d'entrer dedans. Quel est l'intérêt important de la NAVA? Le premier, c'est la synchronisation. Il est démontré chez l'adulte, mais comme chez l'enfant, qu'il y a beaucoup de temps où le respirateur et le patient ne sont pas ensemble, c'est-à-dire ils ne sont pas synchronisés. Il y a des moments où le respirateur souffle et le malade ne veut pas recevoir, ou alors le malade veut recevoir, le respirateur lui dit « Ah, je n'ai pas vu », et il ne fait rien, etc. Donc on sait qu'en pédiatrie, à peu près 50%, enfin entre 25 et 50% du temps passé, du temps où les enfants sont ventilés, ils sont désynchronisés du respirateur. Typiquement, ça c'est dans notre service. Un malade qui était ventilé en VCRP, peu importe, c'est la courbe jaune en haut, et en blanc, c'est la courbe de ce qu'il devrait recevoir si on se fie à son activité électrique, à sa demande diaphragmatique, et on voit bien qu'ils ne sont pas du tout ensemble, le respirateur et le malade ne se mettent pas d'accord et n'arrivent pas à se retrouver. Si on le passe en NAVA, il est montré maintenant que, c'est le même genre de schéma que ce que vous avez montré Olivier là tout à l'heure, la NAVA améliore la synchronisation, et encore plus dans les populations pédiatriques par rapport à l'adulte. C'est ce que j'ai encadré en rouge. Donc on se retrouve le même malade que tout à l'heure. Quand on le bascule en NAVA, on a ce genre de ventilation qui sont, alors certes un peu anarchiques, ça fait un peu bizarre, mais au moins ils sont ensemble entre le respirateur et l'enfant. En pratique, est-ce que ça a un intérêt?
Et ben, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ça permet, pour l'instant, il n'y a rien de démontré. Ça ne permet pas un meilleur sevrage. Est-ce que ça améliore le confort? Probablement, mais encore faut-il le montrer de façon forte. Ce qui est intéressant, mais on n'a pas le temps de détailler, c'est que ça crée un nouvel outil de monitorage de la ventilation. Et on s'en sert aussi comme ça, même dans les modes normaux, puisqu'on a une nouvelle courbe. Voilà. Actuellement, à mon avis, il n'y a pas d'indication indiscutable de la NAVA. Par contre, en tout cas chez nous, on l'utilise quand même régulièrement, à chaque fois en mesurant les bénéfices espérés par rapport aux inconvénients. L'inconvénient principal étant le coût, puisque la sonde coûte 150 €, en dehors même du logiciel. Et donc une sonde gastrique normale, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit être de quelques euros. En conclusion, tous ces nouveaux modes de ventilation, c'est des modes qui sont en développement. C'est très intéressant en théorie. Le plus gros intérêt, à mon avis, c'est que ça favorise la ventilation spontanée, le fait d'utiliser le moins possible de sédation, etc. Donc, le sevrage plus rapide. Tout ça, c'est une philosophie même qui est très intéressante et qui est ce qu'on développe le plus en réanimation et encore plus en pédiatrie. Par contre, pour l'instant, la pertinence clinique est peu démontrée. Il y a des travaux scientifiques médicaux à faire et, à mon avis, paramédicaux, notamment sur le confort, même si ce n'est pas très facile à faire. Et tout ça, à mon avis, a beaucoup d'intérêt, surtout en pédiatrie. Je n'ai pas le temps de parler de la VNI et de la NAVA, mais qui, à mon avis, est un sujet à lui tout seul et passionnant en pédiatrie. Je vous remercie.